derrière son sourire inimitable et son humour qui captivait le monde. Levé d'Oliver Hardy, l'homme corpulent du duo légendaire, le gros et le mince, s'est évanoui dans un crépuscule de douleur, de maladie et de solitude. Tandis qu'à l'écran, sa silhouette imposante se mouvait avec une grâce comique incomparable. Loin des projecteurs, un drame silencieux et délabré se déroulait, une histoire que peu connaissaient et qui, aujourd'hui, pour la première fois, se révèle dans toute sa crue vérité. L'histoire d'Oliver Baby Hardy, l'homme qui nous a appris à rire des petits échecs de la vie, est une sombre leçon sur le prix du succès. Après avoir fait rire des millions de personnes pendant des décennies, aux côtés de son inséparable compagnon Stan Laurel, les années 1950 marquèrent le début d'une chute vertigineuse. Le mode de vie saturé d'excès qui le caractérisait, avec une alimentation riche en graisse, en alcool et la fumée constante de ses cigares, commença à se faire sentir. En mai 1954, la vie de Hardy prit un tournant soudain et effrayant. Une légère crise cardiaque, première murmure d'une mort imminente, le força à affronter sa propre mortalité. La nouvelle secoua Hollywood. Hollywood, l'homme corpulent, qui semblait aussi invincible que les rochers d'une montagne, avait été atteint par la maladie. Pour la première fois en 62 ans, Hardy, connu pour sa grande force, a fait un effort surhumain pour prendre sa santé en main. Il a abandonné ses excès alimentaires et s'est soumis à un régime rigoureux pour perdre du poids. Le changement a été rapide et radical. En quelques mois, l'homme qui pesait près de 136 kilos avait disparu, perdant plus de 70 kilos, soit 68 kilos. Cette transformation, bien que bénéfique d'un point de vue médical, laissa amis et collègues stupéfaits et inquiets. L'homme que tout le monde connaissait, ce géant de l'humour dont la présence remplissait tous les plateaux, n'était plus que l'ombre de lui-même, frêle et amaigri. Le monde du spectacle était à bout de souffle. Stan Laurel, son éternel compagnon, fut l'un des plus touchés, au fil des ans, dans ses lettres. Laurel insinua que Hardy souffrait d'un cancer en phase terminale. Bien qu'aucun diagnostic officiel n'ait été confirmé, les rumeurs à Hollywood étaient implacables. Les spéculations se sont répandues comme une traînée de poudre. La perte de poids drastique de Hardy n'était pas simplement le résultat d'un régime. C'était le signe d'une maladie bien plus sinistre. Un voile de tragédie planait sur les dernières années de sa vie. L'histoire du couple, le gros et le maigre, ne serait pas complète sans évoquer son addiction au tabac. Hal Roach, le producteur de All Life, plaisantait en disant que le couple fumait tellement qu'il ressemblait à des cheminées. Cette habitude, quasi rituelle pour tous deux, aggravait l'état déjà fragile de Hardy. Des décennies d'inhalation de fumée de cigarette avaient affaibli son cœur, ses poumons et son endurance générale. Le point de non-retour est arrivé le 14 septembre 1956. Une explosion cérébrale a emporté le vibrant humoriste qu'était Oliver Hardy. Soudain, l'homme dont la voix et les gestes avaient fait rire des millions de personnes à travers le monde s'est retrouvé prostré dans son lit, incapable de parler ou de bouger normalement. Pendant des mois, le génie de l'humoriste, connu pour sa synchronicité et son jeu impeccable, n'a pas pu communiquer, une punition particulièrement cruelle. Malgré tout, l'amour et le dévouement de sa femme, Lucille, n'ont pas faibli. Elle devint son aide-soignante, veillant à ce qu'il soit le plus à l'aise possible chez lui. L'homme qui, auparavant, dominait les plateaux de tournage et affichait une présence imposante, était désormais confiné à son lit, prisonnier de son propre corps. Le déclin se poursuivit tout au long de l'année. Début août 1957, Oliver Hardy fut victime de 2 autres crises cérébrales, coup sur coup. Son corps ne pouvait plus les supporter. Le 7 août 1957, à l'âge de 65 ans, il tomba dans le coma et s'éteignit. La cause officielle de son décès était une thrombose cérébrale. La disparition d'Oliver Hardy laissa un vide dans le monde de la comédie et une profonde blessure au cœur de son partenaire et ami, Stan Laurel. Pendant plus de 30 ans, ils furent inséparables, partageant non seulement l'écran et les plateaux de tournage, mais aussi une profonde amitié. Pour Laurel, Hardy n'était pas qu'un simple partenaire comique. C'était un frère d'âme. La douleur de Laurel était si intense que son médecin lui conseilla de ne pas assister aux funérailles, craignant que le poids émotionnel ne pèse trop lourd sur sa santé déjà fragile. Avec une douloureuse résignation, Laurel prit la décision de rester à l'écart. Place Todd, dans un geste d'amour et de respect pour son ami. Il dit calmement « Bébé comprendrait ». Ces mots résumaient l'essence de leur lien, une relation fondée sur le respect mutuel, l'amour et la compréhension qui transcendaient même la mort.
Après la mort d'Oliver Hardy, les inquiétudes des fans se concentrèrent sur ses biens et son héritage, en particulier sur sa maison natale. Bien que les archives du 19e siècle ne soient pas toujours exactes, la ville de Harlem, en Géorgie, est universellement reconnue comme son berceau. Cependant, l'emplacement exact, une maison ou un centre médical, n'est pas encore clairement défini. Ce qui est indéniable, c'est que Harlem a été le décor de la vie d'un homme promis à une renommée internationale. Un homme dont l'histoire finale n'était pas une comédie, mais une tragédie, qui nous rappelle le côté sombre de la célébrité et la fragilité de la vie, avant d'être le gros bonhomme qui a conquis le monde. Oliver Hardy était un vilain garçon dans une petite ville du sud des États-Unis. Une histoire pleine de tragédie, de résilience et un destin forgé là où on ne s'y attendait pas. Aujourd'hui, le musée et centre d'accueil de Harlem entretient la flamme de son héritage, tel un phare qui guide les visiteurs vers les humbles débuts de l'une des figures les plus emblématiques du cinéma muet. L'histoire d'Oliver Hardy illustre clairement que le talent ne naît pas toujours dans les grandes villes, mais peut s'épanouir dans le terreau fertile de la simplicité. À sa naissance, en 1892, Harlem était une modeste ville du sud du comté de Columbia, à quelques kilomètres d'Augusta. La vie y était difficile, et les habitants, y compris la famille Hardy, vivaient du minimum, ancrés dans les traditions agricoles et le commerce local. Son père, Oliver Hardy Sr., vétéran de la guerre de sécession et figure respectée de la communauté, mourut tragiquement quelques mois seulement après sa naissance. Cette perte déchirante laissa sa mère, Emily Norville Hardy, seule pour élever son jeune fils. Malgré l'adversité, cette tragédie forgea entre elles un lien indéfectible qui perdurera toute sa vie. Dès son plus jeune âge, Oliver fit preuve d'une personnalité forte et indépendante. Les rapports de l'époque le décrivent comme un homme espiègle, rebelle et peu intéressé par l'apprentissage formel. Ses professeurs étaient souvent frustrés par son manque de discipline, mais le jeune Oliver était habité par une passion qui le dévorait: la musique, le chant et le monde du spectacle. Il possédait une oreille naturelle pour le chant et une voix de baryton chaleureuse et envoûtante. Un talent qui lui permettrait plus tard de triompher dans le vaudeville et le cinéma. Sa mère, reconnaissant son potentiel, le soutient de toutes les manières possibles, malgré ses difficultés financières après la mort de son mari. En 1891, la famille Hardy s'installa à Madison, en Géorgie, une ville pittoresque connue pour ses élégantes maisons d'avant-guerre et pour son importante gare. Pour Emily, ce déménagement était bien plus qu'un simple changement de domicile. C'était l'occasion de prendre un nouveau départ et d'apporter de la stabilité à sa famille. Dotée d'une force de caractère et d'un esprit d'entreprise exceptionnel, elle a ouvert une pension près de la gare, qu'elle a judicieusement baptisée la Maison Hardy. Cet établissement devint non seulement le gagne-pain de la famille, mais aussi la salle de classe d'Oliver. Située près de la gare, la maison accueillait un flux constant de voyageurs, d'hommes d'affaires, de commerçants et de promeneurs. Madison était un haut lieu de la vie du Sud, un mélange de traditions ancestrales et du rythme effréné du commerce ferroviaire. Dans cet environnement, la maison Hardy prospéra comme un lieu d'échange, de conversation et d'interactions humaines. Tandis qu'Emily fournissait nourriture, abri et hospitalité aux étrangers qui passaient, le jeune Oliver observait tout autour de lui. Pour un garçon à l'œil vif et au don naturel pour l'humour, la pension était une école unique en son genre. Les invités arrivaient avec des accents régionaux, des gestes particuliers et des histoires colorées venues de toute la Géorgie et d'ailleurs, cachées dans un coin ou épiant à travers les portes. Oliver étudiait chaque mouvement, chaque mot. Il observait comment un vendeur bombait le torse pour attirer l'attention, comment un voyageur fatigué s'affaissait sur sa chaise ou comment un client à l'étroit se préoccupait de détails insignifiants. Ces observations, captées par l'esprit d'un jeune génie, semèrent les graines du mimétisme, du rythme et de la comédie physique qui définirait plus tard ses performances. La proximité de la gare intensifia cet apprentissage, lui offrant un aperçu direct du théâtre du comportement humain, avec le rythme des sifflets, l'agitation des bagages et les allées et venues incessantes d'inconnus. Des années plus tard, les historiens du cinéma ont souvent souligné l'extraordinaire capacité de Hardy à intégrer des gens ordinaires avec chaleur et authenticité. Ce talent ne s'est pas inculqué dans une école de théâtre ou un cours de théâtre. Il s'est perfectionné dans le salon, la salle à manger et le balcon de la maison des Hardy. La persévérance de sa mère, qui dirigeait seule une entreprise dans une petite ville au début du siècle, a laissé une marque indélébile sur son fils. Si sa taille fut un motif de moquerie dans sa jeunesse,
Cette même caractéristique deviendra plus tard sa marque la plus emblématique en tant qu'artiste. L'histoire d'Oliver Hardy témoigne que même dans les milieux les plus humbles, le talent peut s'épanouir et que les leçons les plus précieuses s'apprennent souvent hors des salles de classe. Loin des plateaux de tournage et des néons d'Hollywood, l'histoire vraie d'Oliver Hardy s'est tissée au cœur d'une petite ville du Sud. Un lieu qui l'a non seulement vu grandir, mais a aussi influencé le génie comique qui allait le mener à la célébrité mondiale. Des leçons de vie de sa mère à sa fascination pour les premiers films. Chaque étape de son adolescence fut une épreuve d'immortalité. Après la mort tragique de son père, Oliver Hardy trouva en sa mère Emily Novell Hardy, le guide qui allait le guider. La vie dans la petite ville de Madison, en Géorgie, était une véritable école de vie. Elle ne se contentait pas de s'occuper des tâches ménagères, du ménage et de l'accueil des invités, mais elle le faisait avec une grâce et une dignité inébranlables. Ses valeurs, gravées avec ferveur dans l'esprit du jeune Oliver, ont façonné son caractère de manière indélébile. La réputation d'Oliver Hardy dans l'industrie cinématographique, celle d'un homme bon et généreux, loin des scandales hollywoodiens et qui traitait ses collègues avec le plus grand respect, n'était pas le fruit du hasard. Elle était le reflet direct de la force et de la gentillesse que sa mère lui avait inculquées durant ses années de formation à Madison. En 1903, alors qu'Oliver avait 11 ans, son histoire prit un nouveau tournant. Lui et sa mère s'installèrent à Milledgeville, en Géorgie. À cette époque, la ville était un véritable creuset d'histoire et de modernité. L'ancienne capitale de la Géorgie abritait la prestigieuse école militaire de Géorgie et l'immense hôpital central de l'État. Milledgeville, lieu où tradition et changement se mêlaient, devint le cadre idéal pour le développement de la personnalité de Hardy. Tandis qu'Emily continuait son travail d'hôtesse, le jeune Oliver, entré dans l'adolescence, se sentait de plus en plus fasciné par le monde. Les rythmes de la petite ville lui offraient une infinité de personnages pour sa comédie humaine si particulière. Les marchands locaux, les commères assises sur les grilles, les hommes politiques prononçant des discours au tribunal et les soldats sortant de l'école militaire. Tous faisaient partie de son quotidien. Oliver observait, absorbait et cataloguait ses accents, ses gestes et ses particularités. Ces impressions resteraient gravées dans sa mémoire pour refaire surface plus tard lors de ses performances, où une subtile expression faciale ou un mouvement corporel pouvait raconter une histoire complète sans qu'un seul mot ne soit nécessaire. C'est également à Milledgeville que sa passion pour le cinéma et le jeu d'acteur s'épanouit. À cette époque, le cinéma muet commençait à conquérir les États-Unis et les Nickelodeon. Les petits cinémas de quartier et les théâtres modestes commencèrent à apparaître même dans les villes du Sud. Pour Oliver, la magie du cinéma était irrésistible. Il disait séchir les cours pour passer des après-midi entiers à regarder des films muets, voyant parfois le même court-métrage plusieurs fois dans la même journée. Sa fascination allait au-delà du simple divertissement. Il étudiait les mouvements des acteurs, le rythme de la comédie et la puissance des gestes exagérés pour raconter une histoire sans dialogue. Les habitants de Milledgeville lui offraient une matière comique inépuisable. Dans une ville où cohabitaient familles aisées et ouvriers, le comportement humain était très diversifié. Hardy apprit à trouver l'humour dans les contradictions du quotidien. L'homme sérieux qui trébuche sur le trottoir, l'officier pompeux qui s'énerve quand le vent lui arrache son chapeau, ou la commère dont les secrets murmurés n'en sont jamais vraiment. Ces observations lui permirent de développer un sens aigu de l'ironie et le rythme qui allait plus tard définir son travail au cinéma. Il commença à considérer l'humour non pas comme artificiel, mais comme un reflet sincère de la vulnérabilité humaine. Bien que peu intéressé par l'éducation formelle, sa véritable formation se fit dans les rues de Milledgeville. Il découvrit également son talent pour le chant, une voix de baryton agréable qui lui permit de se produire lors d'événements locaux. Au cours des années suivantes, ce talent allait jouer un rôle dans les premières bandes originales, où il associait que son personnage comique à des interludes musicaux. À l'adolescence, Hardy cultivait déjà la personnalité d'un animateur né. Amis et connaissances lui rappelaient qu'il pouvait faire rire d'un simple geste ou d'une expression, imitant fréquemment un citadin avec une précision étonnante. Son physique, déjà imposant pour son âge, ajoutait à sa prestance. Bien que sa taille le gênât parfois, il apprit rapidement à en faire un atout, l'utilisant pour des comédies exagérées. À Milledgeville, Oliver comprit que ce qui pouvait être considéré comme une limitation au quotidien pouvait devenir un atout sur scène ou à l'écran. La décennie passée par Hardy à Milledgeville fut également marquée par l'indépendance qu'il y forgea.
en 1906. À 18 ans, il était déjà un jeune homme agité, aspirant à autre chose que le rythme tranquille d'une petite ville. Bien que son regard se soit tourné vers de nouveaux horizons, les leçons de Milletville restèrent gravées en lui. La ville lui avait offert une place au premier rang pour observer l'humanité sous toutes ses formes, de la plus digne à l'absurde. Son aptitude à traduire ses observations en comédie allait devenir l'une des caractéristiques marquantes de sa carrière. Dans les années 1930, Oliver Hardy s'était imposé comme l'un des comédiens les plus appréciés d'Hollywood, aux côtés de Stan Laurel. Il devint un nom familier. Ses films touchèrent le public du monde entier grâce à un mélange incomparable d'humour physique, de charme et d'humanité. Un héritage qui commença à se forger dans les recoins modestes d'une petite ville sans âme. Derrière l'humour joyeux et les rires qui emplissaient les cinémas du monde entier, la vie d'Oliver Hardy, l'homme corpulent du plus célèbre duo comique, se niche dans une oasis de stabilité, d'élégance et de tranquillité. Une demeure située dans l'allée majestueuse de Beverly Hills devint le sanctuaire d'un homme qui, malgré sa célébrité, appréciait avant tout la description et la chaleur de la demeure. Le succès de la billetterie apporta non seulement la célébrité à Hardy, mais aussi une sécurité financière qui lui permit, avec sa femme, Lucille, de s'installer dans une vaste demeure au cœur de Beverly Hills. L'adresse, le 621 North Alta Drive, était déjà synonyme de prestige. Dans cette rue bordée d'arbres, stars de cinéma, producteurs et magnats de l'industrie avaient établi leur résidence, reflétant leur richesse et leur statut. La décision de Hardy d'y vivre était plus qu'un symbole de sa réussite professionnelle. C'était un signe de son acceptation au sein de l'élite hollywoodienne. La maison, située au 621 North Alta Drive, était un joyau architectural néocolonial espagnol, avec ses murs en stuc, ses toits de tuiles rouges et ses détails en fer forgé. C'était un refuge élégant et intime, une échappatoire au monde turbulent de la production cinématographique. Pour Hardy et Lucille, ce n'était pas seulement une adresse, mais un foyer, un refuge où ils pouvaient être eux-mêmes. Hardy, connu pour son caractère amical et chaleureux, aimait accueillir les gens. La maison d'Alta Drive était un lieu de rencontre pour amis, collègues et voisins. Stan Laurel, bien que plus réservé, y venait régulièrement. Leur amitié, forgée sur le plateau de tournage, s'est étendue à la vie réelle. Et la maison de Hardy était un prolongement de ce lien. On raconte des nuits entières où les deux génies de la comédie échangeaient des idées, riaient aux blagues de l'autre et discutaient de leur avenir professionnel, démontrant que leur alchimie à l'écran était aussi sincère que leur amitié dans la vie privée. Malgré son image publique, Hardy était un homme qui tenait profondément à sa vie privée. Sur Alta Drive, il se réfugiait dans le confort de sa maison, où il pouvait profiter de ses grandes passions, de la bonne chère, de la musique et des loisirs. Les vastes intérieurs de la demeure permettaient des réunions, tandis que les jardins luxuriants reflétaient le climat idyllique de la Californie. Lucille, femme attentionnée et bienveillante, entretenait la maison avec une élégance impeccable, créant un environnement chaleureux qui contrastait avec le chaos et la pression des studios hollywoodiens. Les années 1930 marquent l'apogée professionnelle de Hardy. Laurel et Hardy réussissent avec brio la transition du cinéma muet au cinéma parlant, ce que nombre de leurs contemporains ont échoué. Des films comme Pardon Us, 1931, Songs of the Desert, 1933 et Way Out West, 1937, consolidaient sa réputation de génie de la comédie. La résidence d'Alta Drive symbolisait non seulement sa prospérité matérielle, mais aussi l'apogée de sa carrière artistique. Vivre parmi d'autres stars à Beverly Hills soulignait sa position de pilier d'Hollywood, loin de ses humbles débuts en Géorgie. Outre sa carrière, la maison d'Alta Drive représentait également une période de stabilité dans la vie personnelle, souvent tumultueuse de Hardy. Il avait connu des mariages précédents qui s'étaient soldés par un divorce, mais avec Lucille, il avait trouvé une compagne pour la vie. Ces années passées ensemble à Alta Drive étaient rythmées par la routine du mariage. Dîners, rencontres entre amis et découverte de la vitalité culturelle de Los Angeles à l'âge d'or du cinéma. Le quartier lui-même était un microcosme de la royauté hollywoodienne, avec des voisins acteurs, réalisateurs et producteurs. Appartenir à ce cercle très fermé était un honneur pour Hardy, même si son humilité et sa gentillesse sans faille n'ont jamais changé. Les invités de la maison remarquaient souvent sa chaleur et son accueil chaleureux, des qualités qui lui valaient l'affection de ses collègues et de ses fans.
Avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Hardy et Lucille effectuèrent un autre changement, reflétant leur prospérité et leur désir de confort. Ils achetèrent une grande propriété sur Magnolia Street à Sherman Oaks, un quartier de la vallée de San Fernando de plus en plus prisé des professionnels du secteur en quête de luxe et d'intimité loin du cœur de Los Angeles. Cette propriété de Magnolia Street était plus qu'une maison. C'était une propriété conçue pour une vie de luxe et de divertissement. Dotée de jardins, d'une piscine et d'espaces extérieurs, elle bénéficiait du climat ensoleillé de la Californie. La propriété comprenait également une maison d'hôtes pour les amis et la famille, ainsi que des écuries, clin d'œil à l'époque où l'équitation était encore un loisir populaire parmi l'élite hollywoodienne. Son architecture allie élégance et originalité, se distinguant par son style distinctif mêlant influences méditerranéennes et touches rustiques. Pour Hardy, qui avait grandi dans un milieu modeste en Géorgie, cette demeure symbolisait son long parcours et sa réussite. La piscine, en particulier, était l'un des détails les plus célèbres de la propriété, symbole tangible de l'ascension du jeune Géorgien vers le sommet. Dans la vie d'Oliver Hardy, l'homme corpulent du duo comique le plus célèbre du monde, ses propriétés n'étaient pas seulement des résidences, elles représentaient des scènes de sa vie, réflexe de son ascension vers le sommet et, finalement, de son crépuscule mélancolique. Un parcours qui le mena d'une somptueuse demeure avec piscine à Sherman Oaks à un modeste appartement chargé d'histoire, démontrant que la véritable richesse ne résidait pas dans le luxe, mais dans la chaleur des souvenirs et de l'amitié. Dans les années 1930 et au début des années 1940, les piscines privées étaient un luxe réservé à quelques privilégiés, même dans les quartiers les plus aisés. Mais la propriété d'Oliver Hardy sur Magnolia Street, à Sherman Oaks, faisait exception. Sa piscine devint l'épicentre des rencontres professionnelles. Amis et collègues d'Hollywood se réunissaient dans cette oasis où les rires coulaient à flot comme les boissons. Stan Laurel, son éternel partenaire à l'écran, y était un invité régulier. Malgré leurs tempéraments opposés, les deux hommes entretenaient une amitié qui transcendait le cinéma. La propriété de Magnolia Street était l'endroit idéal pour cela. Hardy, connu pour sa générosité et sa bonne humeur, ouvrait sa maison à ses amis, organisant des dîners, des rencontres et même des répétitions informelles. La maison d'hôtes garantissait un confort absolu aux invités, et nombreux sont ceux qui se souviennent de la propriété de Hardy comme d'un lieu chaleureux plutôt que formel. Contrairement à d'autres stars qui utilisaient leur demeure pour accroître leur fortune, Hardy privilégiait l'hospitalité, créant un environnement aussi accueillant qu'élégant. Les établissements de la propriété témoignaient de son goût pour les loisirs traditionnels. L'équitation était un passe-temps populaire parmi les célébrités du sud de la Californie. Ed Hardy, malgré sa taille, appréciait les activités physiques. La présence de ces établissements donnait du caractère à la propriété, évoquant une époque où la vallée de San Fernando était encore une zone semi-rurale, riche en étangs et en ranch, plutôt qu'en autoroute et en banlieue. L'architecture de la maison allie à la perfection charme et praticité. Alors que de nombreuses stars optaient pour des demeures ultramodernes et ostentatoires, la propriété de Hardy se distinguait par son mélange de beauté et de fonctionnalité. Elle associait des détails de la Renaissance espagnole, tels que des arches, des tuiles rouges et des balcons ombragés, à l'atmosphère chaleureuse d'une maison de campagne. À l'image de Hardy, la maison avait du caractère. Elle était suffisamment majestueuse pour se démarquer, mais suffisamment chaleureuse pour être accueillante. L'achat de la propriété peu avant la Seconde Guerre mondiale témoignait du succès de Laurel et Hardy. À cette époque, le couple était au sommet de sa popularité mondiale. Leur capacité à s'offrir une telle propriété était le fruit de décennies de dur labeur. Mais la propriété devint aussi un refuge en période d'incertitude, alors que la guerre planait sur le monde. Le retrait de Hardy de Sherman Oaks lui offrit, à lui et à Lucille, un peu de paix et de stabilité, à la veille de sa mort. Oliver Hardy se retrouva à résider dans les Hillview Apartments de Los Angeles, un bâtiment historique profondément ancré dans les débuts d'Hollywood. Construit en 1917 par le légendaire producteur Jesse Lasky, cofondateur de Paramount Pictures, le Hillview fut conçu pour accueillir les acteurs qui ont bâti leur carrière dans l'industrie cinématographique naissante. Situé sur le célèbre Hollywood Boulevard, le complexe, de style Renaissance méditerranéenne, présentait des façades en stock, des toits de tuiles rouges, des balustrades en fer forgé et des arches qui lui conféraient une touche d'élégance européenne. Dès ses débuts,
le Hillview respirait le glamour et l'ambition. Un lieu où les acteurs en difficulté côtoyaient les étoiles montantes et où les rêveurs d'Hollywood se réunissaient sous le même toit. Lorsque Hardy emménagea au Hillview dans ses dernières années, le bâtiment n'était plus le centre de la scène, mais il était encore imprégné d'histoire. Y vivre, lui, permettait de se connecter à l'esprit originel de Hollywood, à une époque où l'industrie cinématographique était jeune et pleine d'expérimentation. Pour Hardy, dont la carrière couvrait l'ère du cinéma muet, l'âge d'or de la comédie et la transition vers le parlant, l'aura du Hillview semblait étrangement appropriée, comme un retour aux sources de l'industrie qui l'avait rendu célèbre. Bien que les stars les plus célèbres aient emménagé dans des demeures de Beverly Hills, le bâtiment restait un sanctuaire pour les acteurs qui appréciaient son charme et son accessibilité. Pour Hardy, qui avait vécu au plus fort de sa gloire et dans la tranquillité de sa semi-retraite, le Hillview lui offrait un équilibre. Une adresse qui lui permettait de rester connecté au monde du spectacle, sans la pression et la visibilité des quartiers les plus ostentatoires d'Hollywood. La vie au Hillview était modeste, comparée aux résidences grandioses de Hardy à Beverly Hills ou à Sherman Oaks. Cependant, à bien des égards, cet appartement marqua une étape de sa vie, une étape de réflexion. C'était un lieu où la nostalgie se mêlait au calme et où le génie de la comédie pouvait se remémorer le long et extraordinaire chemin parcouru. Le voile était levé pour toujours. Après une vie consacrée à faire rire le monde, Oliver Hardy, le cher gros homme, a passé ses derniers jours dans un lieu qui était, en soi, un écho du passé hollywoodien, les Hillview Apartments. Un immeuble témoin des débuts de l'industrie cinématographique, sont devenus le sanctuaire modeste et digne d'une légende qui a lutté contre la progression de la maladie. Voici le récit de ces dernières années, une histoire de résilience, de nostalgie et de la fin douloureuse d'une icône. Les dernières années de la vie d'Oliver Hardy furent marquées par un combat acharné contre la maladie. Après une série de crises cérébrales qui le laissèrent physiquement affaibli et dont la carrière fut considérablement réduite, Hardy Church Refuge. Les Hillview Apartments lui offrirent un environnement calme et serein où il put vivre dignement, entouré des souvenirs et des fantômes de l'industrie qu'il avait lui-même contribué à façonner. Bien que le quartier autour des appartements soit devenu plus commercial et bruyant au fil du temps, la présence de Hardy y rappelait les racines d'Hollywood et la pérennité de ses premières surlégendes. Un contraste saisissant. L'homme dont la vie était une explosion de rire et de mouvement vivait désormais dans un état de quiétude, observant le monde depuis sa fenêtre. Le bâtiment, à l'image de la vie de Hardy, connut des hauts et des bas. Après le décès du comédien, le Hillview connut une longue période d'abandon et de dégradation. Il n'était plus que l'ombre de ce qu'il était autrefois, un fantôme du passé glorieux d'Hollywood. Cependant, au début des années 2000, un groupe de défenseurs de l'environnement a reconnu sa valeur historique et s'est lancé dans un ambitieux projet de restauration. Le charme néocolonial de la Méditerranée a été soigneusement ravivé. Et aujourd'hui, les Hillview Apartments s'élèvent à nouveau comme un monument vivant aux origines de l'industrie. Pour les fans d'Oliver Hardy, ce lien avec les Hillview Apartments est un lien émouvant qui les unit à leur idole. C'est savoir que l'un des plus grands humoristes de tous les temps a passé ses dernières années dans un lieu intimement lié à la naissance de l'industrie qu'il aimait tant et à laquelle il a consacré sa vie. À travers ce récit, nous découvrons que la vie d'Oliver Hardy n'était pas qu'une simple histoire de rire, mais un mélange complexe de triomphe et de tragédie. De ses humbles origines géorgiennes, en passant par les stars et le luxe, jusqu'à une fin paisible dans un bâtiment chargé d'histoire. Son héritage nous enseigne que la véritable valeur d'un homme ne réside pas dans son héritage liquide ou la grandeur de sa demeure, mais dans l'impact qu'il a laissé sur le monde. Le gros homme est parti, mais son rire et les leçons qu'il nous a laissées résonneront à jamais. Que pensez-vous de la fin de vie d'Oliver Hardy? Croyez-vous que son histoire personnelle vous fasse voir ses films sous un autre angle?